Merci d'être avec nous sur France 5 pour ce débat consacré à un problème vraiment d'actualité. Alors, pour présenter nos invités, un tour de table. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le propriétaire malheureux d'un logement défiscalisé. Vous allez évidemment nous raconter votre histoire. À vos côtés, Claude Giraud. Bonsoir, merci d'être là. Marina. Vous êtes la présidente de l'ADIM, c'est une association de défense des victimes de promoteurs peu scrupuleux dans le cadre d'acquisition de logements défiscalisés. Vous avez été vous-même conseillère d'un promoteur immobilier. Vous avez publié aux éditions Le Porte-Voix « Défiscalisation ou défricalisation ». Vous nous raconterez votre expérience et votre histoire. Jean-Yves Manot, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez l'association de défense des consommateurs et usagers CLCV. Et vous allez nous dire comment on se défend face aux propriétaires indélicats. À vos côtés, Pascal Boulanger, bonsoir. Bonsoir. Vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers, vous-même promoteur. Et à vos côtés, Pierre Madec, bonsoir. Bonsoir. Économiste, évidemment, vous connaissez bien ces questions de logement. Et vous allez nous apporter votre expertise. On va commencer avec votre histoire, Philippe. Alors, en 2009, en fait, vous avez fait l'acquisition d'un appartement qui était situé près de Lille, à 40 km de Lille, dans le cadre donc des programmes de défiscalisation de la loi Cellier, puisque c'était la loi applicable à cette époque-là. Votre motivation, c'était quoi en faisant cette acquisition ? En fait, à l'origine, je voulais prendre un appartement pour ma maman, pour qu'elle puisse bénéficier d'un logement. Et effectivement, la défiscalisation Cellier me permettait, par la même occasion, de pouvoir faire un investissement pour un patrimoine et faire des économies d'impôts. Vous êtes entré comment en contact avec le vendeur de l'appartement? Ça s'est passé comment? En fait, j'ai été démarché par voie téléphonique, en fait, par une personne qui se proclamait comme conseiller spécialisé dans le patrimoine. Oui. Il m'a proposé une étude de mon patrimoine, il m'a proposé un rendez-vous chez moi, ce que j'ai accepté. Et ensuite, au bout de quelques jours, il est revenu me voir en me proposant, effectivement, compte tenu de l'étude et de l'analyse qu'il avait faite, me proposer un investissement en Cellier en me disant que c'était l'investissement qui se prêtait le mieux. Et donc en vous garantissant quoi à ce moment-là? J'avais à la fois une assurance sur la défiscalisation et sur la location. C'est ça, la que location faire. Garantie aussi. Voilà, location garantie sur le bien immobilier que je pouvais acquérir. Donc vous étiez séduit par cette proposition. C'était à combien le bien qu'on vous proposait? C'est à 124 100 €. D'accord. Oui. Donc, suite à cela, en fait... vous avez vérifié différentes choses avant d'accepter ou pas? Oui, mais en fait, j'ai fait, compte tenu des arguments qui m'avaient été apportés par ce conseiller en patrimoine, ce pseudo-conseiller en patrimoine qui se présentait comme tel, en fait, il m'a présenté des graphismes avec une analyse financière très détaillée, où il mettait en évidence en fait, les qualités démographiques, en termes également économiques de la localisation du bien, qui se situait... près de la gare de Lens, du Louvre qui allait ouvrir à Lens. Donc, en fait, il m'a présenté de manière très, très positive, en me garantissant également que j'allais faire mon effort d'épargne allait être très limité. Si, par malheur, il y avait de la vacance locative, mais c'était impossible, puisque lorsqu'il m'a présenté le dispositif Cellier, il me garantissait... C'était impossible, et si jamais il y a un souci, de toute façon, c'était garanti. C'est ça, en gros. Et l'argument suprême qu'il m'a donné, c'est qu'effectivement, les locataires attendaient avec leurs valises devant pratiquement le logement, puisqu'ils étaient prêts et que la construction allait se faire très rapidement, puisque lorsque j'ai signé mon bon de réservation en octobre, la résidence était livrée début janvier. Et alors, au bout de combien de temps vous avez déchanté dans cette histoire? En fait, j'ai déchanté très rapidement, parce que les locataires qui m'attendaient avec les valises, en fait, ils étaient partis. Et donc, il n'y avait pas de locataires. Donc, il a fallu que je me batte déjà pour faire valoir la carence locative. Oui, puisque c'était garanti, ça. Voilà, ça, c'était garanti à la première vacance locative. D'accord. Voilà. Donc, j'ai attendu 7 mois, 8 mois pour avoir le premier locataire qui s'est installé. Donc, ce locataire, très rapidement, a cessé de payer son loyer. Vous étiez garanti aussi contre ça? Oui, mais ce qui se passe, c'est que comme on était sur le premier locataire, en fait, le délai de carence locative s'appliquait. Donc, pendant 3 mois, en fait, je n'ai pas perçu de loyer. Et il fallait payer le crédit. Et à partir de quand vous avez déchanté sur la valeur du bien? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, cette personne-là est restée 3 ans sans payer.
On a pris la décision au bout de 2 ans d'assigner cette personne pour qu'elle puisse quitter cet appartement, qu'elle m'a rendu dans un état complètement dégradé. Ouais. Et là, en fait, en tombant sur une annonce sur le Bon Coin, je me suis aperçu que des appartements dans la résidence étaient en vente par le promoteur à 55 000 €. Des appartements équivalents? Oui, même superficie que le mien. Vous avez fait quoi, du coup? Bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé en conseil syndical à mes collègues copropriétaires qui ont déchanté. Ils n'arrivaient pas à y croire en disant mais non, c'est n'importe quoi. Donc j'aurais sorti des annonces. En parallèle, il y avait eu une vente d'un copropriétaire et donc j'avais réussi à me procurer l'acte notarié. Il avait vendu 60 000 €, donc je leur ai fourni l'acte. Et là. Et donc vous, 124 000 €? Oui, au lieu de 124 000. Et donc là, d'autres copropriétaires ont commencé à parler d'autres problèmes, notamment sur les crédits immobiliers. Certains ont investi en fait sur la base de crédits immobiliers à taux variable indexés sur le franc suisse. Et ils sont dans des situations catastrophiques maintenant. Et donc, face à tous ces problèmes qui commencent à s'engendrer, des carences locatives multipliées, des vacances locatives, des logements dégradés, des crédits immobiliers à des taux qui n'étaient pas maîtrisés et qui surendettaient les copropriétaires concernés. Donc, je leur ai demandé de prendre contact avec une association, d'adhérer avec une association pour essayer de trouver une solution et pour qu'on puisse avoir une aide pour savoir quoi faire, parce qu'on est complètement démunis face à cette situation. Alors justement, Claude Giraud, vous avez beaucoup de victimes comme ça, de ces pratiques? Oui, énormément. On a eu depuis la création, en fait, début 2008, on a eu à peu près 40 000 appels au secours. Et on a eu des cas, malheureusement, de personnes qui se sont suicidées suite à l'acquisition d'une défiscalisation. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de locataire. Donc, les personnes se trouvaient en fait à payer le prêt, les mensualités de prêt, plus les taxes foncières, plus les frais de gestion, plus les frais d'assurance, plus les charges. Donc, vous avez des personnes qui gagnaient, admettons, 2 500, qui devaient avoir une participation personnelle de 150-200 €, qui se retrouvaient avec 1 500, 1 800 € à payer. Quand vous avez 3-4 enfants, c'est pas possible. C'est ingérable, c'est sûr. C'est juste alors, possible. Vous connaissez bien ce sujet, donc, puisque vous avez été conseillère pour le compte d'un promoteur immobilier. Vous êtes occupée de contrats de vente de ce type. Quand est-ce que vous avez, j'allais dire, découvert le poteau rose? Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas? Très, très rapidement, dans les 6 mois qui ont suivi, en fait, dès que mes premiers clients ont été livrés, j'ai découvert qu'il y avait une surfacturation, une surévaluation du bien. C'est-à-dire, comment ça s'est passé? 6 mois après. Ouais. Sauf que je pensais que c'était quelque chose qui était unique sur cette résidence. Ouais. Après, j'ai eu un doute, donc j'ai fait faire des expertises ou des estimations dans toutes les résidences et je me suis aperçue que c'était complètement récurrent. Et vos clients, ils ont réagi comment? Comment j'ai réagi? Dans vos clients, ils ont réagi comment? Alors déjà, comment ont-ils été prévenus? J'ai commencé à appeler tout le monde et je leur ai donné rendez-vous donc chez moi. Et là, j'ai quand même pris la précaution de faire venir la force publique et je leur ai annoncé que le jour où ils avaient signé, je leur avais fait perdre entre 40 000 et 120 000 €. Je peux vous dire qu'il y avait de l'ambiance. Les gens ne m'ont pas cru. Au début, ils ont chahuté, ils ont pensé que c'était une plaisanterie de mauvais goût, certes, mais et quand alors j'avais pris la précaution de faire des estimations écrites par plusieurs agences, par résidence, et je leur ai dit, mais il faut pas, c'est sérieux ce que je dis, voilà les estimations. Et là, ça a commencé à devenir très, très houleux. Mais je leur ai dit, je vous annonce ce que j'ai fait à mon insu, bien sûr, mais je vous annonce aussi que je vais vous défendre. C'est ça, vous n'avez pas laissé tomber comme ça. Voilà, donc j'ai contacté des avocats à mes frais. Mais avant ça, vous êtes allé quand même parler à votre patron quand vous avez découvert tout ça? Ah bien sûr, oui, oui, je suis allée le voir. Ça s'est très, très mal passé. J'ai vu les 2 associés. L'un m'a dit, et là j'étais stupéfaite, on savait que ça allait, pardonnez-moi, péter de l'extérieur, mais on ne savait pas que ça allait péter de l'intérieur. Là, j'ai compris que l'affaire était grave et qu'elle était sur toutes les résidences quasiment qui avaient été réalisées. Et comment, quand vous avez été formée comme conseillère, qu'est-ce qu'on vous disait pour vous inciter, pour vous pousser à vendre ces biens? Alors déjà, il faut préciser que c'était le leader à l'époque
de la défiscalisation. Il y avait quasiment 3-4 fois par mois des articles sur cette société, sur son PDG. Pour moi, j'ai pensé que c'était quelque chose d'absolument merveilleux, parce que la loi est très bien faite, sauf qu'elle est mal appliquée. La seule bêtise et grosse bêtise que j'ai faite, j'aurais dû aller sur le terrain vérifier. Or, j'ai fait confiance à un groupe qui était un groupe leader sur le marché national. On verra comment on peut se protéger. Mais vous avez vendu des biens à vos proches, à vous-même éventuellement, vous avez acheté? Je n'ai vendu qu'à mes proches. Moi-même, j'ai voulu acheter à Saint-Martin. Et au moment d'avoir le crédit, la banque m'a refusé comme acquéreur, au motif que j'étais un de leurs prescripteurs. Heureusement. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Oui. Jean-Yves Manot, est-ce que votre association aussi recueille comme ça des doléances de victimes? Alors, nous avons effectivement, sur le fond, un certain nombre de dossiers de victimes, mais je pense qu'il faut quand même attirer l'attention des acquéreurs potentiels. On n'achète pas un bien immobilier comme on achète la baguette de pain tous les jours. Beaucoup de personnes ont acheté en fait une défiscalisation, un produit fiscal, avant d'acheter un patrimoine. Et je pense qu'il y a des conséquences extrêmement graves, la preuve, puisque les cas de madame se multiplient sur l'ensemble du territoire. En même temps, il y a des fois des décisions de justice qui méritent d'être regardées de près. Récemment, il y a quelques jours, nous avons une décision de justice en cour d'appel qui a condamné un promoteur à rembourser l'écart de prix entre la valeur réelle du bien et la valeur d'acquisition, plus de 65 000 € d'écart, plus la compensation d'écart de loyer. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les consommateurs, les clients potentiels et les propriétaires potentiels ont des recours éventuellement à faire valoir. Deuxièmement, cette même personne avait emprunté en francs suisses. Et je voudrais vous informer que la CLCV a engagé une action de groupe contre un groupe bancaire qui a effectivement fait des prêts en francs suisses. L'action est en cours. Je leur demande de bien regarder l'actualité, car si nous gagnons, effectivement, ils pourront potentiellement bénéficier du jugement et d'un remboursement potentiel. Les choses sont longues. Ce sont les premières actions de groupe engagées par les organisations de consommateurs dans notre pays. Mais oui, il y a quand même des possibilités. Mais surtout, arrêtez, monsieur le représentant du secteur professionnel va pas être d'accord avec moi, arrêtez d'acheter du Pinel aujourd'hui. Je veux dire, tout le monde sait que dans X régions de France, il n'y a pas de marché. La cause de la hausse de l'immobilier dans ce pays est liée à la loi de défiscalisation successive depuis 20 ans. Et on continue. Et on a encore un secrétaire d'État au logement qui considère qu'il faut continuer, car c'est sûrement la voie de l'avenir pour désengorger les difficultés des locataires dans ce pays. Eh bien non, ce n'est pas la voie de l'avenir. Alors, Pascal Boulanger, vous représentez donc les promoteurs immobiliers ici. Est-ce qu'effectivement, il faut arrêter d'acheter en loi Pinel? Est-ce que c'est des brebis galeux, ces promoteurs-là? C'est une minorité? C'est quoi? On parle souvent des trains qui arrivent en retard et pas de ceux qui arrivent à l'heure. Nous, les promoteurs, on entend, et j'entends avec tristesse ce que vous nous dites, ce sont des cas qui ne sont pas très connus chez nous. Les promoteurs FPI, on est une fédération qui respecte l'éthique et je pense que monsieur a été victime, non pas ce que j'appelle des promoteurs, mais nous, des vendeurs de réseau, c'est-à-dire des gens qui vendent de l'immobilier par des systèmes de défiscalisation et pas les promoteurs classiques que j'ai la chance de représenter. Donc chez nous, ce genre de problème arrive quasiment jamais. J'ai regardé moi-même au sein même de mon groupe, et puisque avant de préparer cette émission, nous avons 98% de taux d'occupation du parc de ce qui a été vendu en Pinel. Ça veut dire que bien fait, la loi Pinel est intéressante. Pinel et tous les dispositifs bien qui étaient... Oui. Tous les dispositifs qui étaient même avant Pinel, j'ai regardé sur une dizaine d'années, on est remonté sur 10 ans, et donc le taux d'occupation du parc et de paiement, les deux confondus, le logement peut être occupé mais sans paiement, est de 98 et quelques, enfin, retenons 98%. Donc ça reste un très bon dispositif. Alors, pour modérer un peu les propos de mon voisin qui dit de ne pas acheter en Pinel, bien évidemment, je ne peux pas être d'accord avec ce genre de choses. L'immobilier, c'est quand même l'emplacement. Ça reste des choses importantes à vérifier. Ça se fait chez des promoteurs sérieux, ça se fait dans des bureaux de vente, ça se fait en regardant comment est exposé le logement, etc. Les promoteurs sérieux, quand on est le grand public, c'est pas facile de savoir qui est promoteur sérieux et qui n'est pas promoteur sérieux. Quelqu'un qui s'annonce comme promoteur, quand vous n'y connaissez rien, pour vous c'est facile. Pour
Pour le grand public, c'est compliqué. Je vais plaider pour notre fédération, je suis là pour la représenter. Quand nous sommes promoteurs FPI, Fédération des promoteurs immobiliers, nous nous engageons sur une charte, nous nous engageons à respecter toutes les règles déontologiques et surtout, nous refusons quelques adhérents. Il y a des adhérents, effectivement, où on estime qu'ils ne rentrent pas dans les fourches de notre déontologie et ceux-là ne sont pas acceptés. Donc le Pinel reste un très bon dispositif, contrairement à ce que vous dites. Ça n'a pas fait monter les prix et ça, on le démontre régulièrement. On le démontre régulièrement. Là, je ne peux pas partager vos convictions, mais peut-être que notre... Mais ce ne sont pas des convictions, ce sont des faits. Ce qui a fait monter les prix, c'est la raréfaction des terrains. Ce sont les élus qui limitent la constructibilité et surtout les normes. Et les avantages fiscaux, puisque nous vendons, nous, à des propriétaires occupants comme à des propriétaires investisseurs, les mêmes logements. Donc, il n'y a pas deux prix. Donc, si c'était le Pinel qui faisait monter les prix, il n'y aurait plus de propriétaires occupants. Et le marché national est environ 50-50 pour résumer, propriétaires occupants et propriétaires investisseurs. Alors, ça prouve bien que les prix n'ont pas monté par l'investissement. Pierre Madec, est-ce que pour l'expert en économie que vous êtes, économie du logement, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est quelque chose effectivement qui marche pour résoudre cette crise? Alors, moi, déjà, je vais être obligé de m'inscrire en faux par rapport à ce qui était. Toutes les études économiques qui ont été faites sur ces dispositifs de défiscalisation montrent que ça a un impact inflationniste au niveau local, notamment sur les prix du foncier à bâtir. Je ne suis pas l'auteur de ces études, mais il y a une littérature abondante qui est faite sur ce sujet-là. Ce qu'il faut rappeler, c'est que, en effet, ça coûte cher à des investisseurs, les dispositifs de défiscalisation, mais ça coûte aussi cher à l'État. C'est-à-dire que tous les ans, l'État, du fait des dispositifs successifs, dépense un peu plus de 2 milliards d'euros en dispositifs d'incitation à l'investissement locatif, c'est-à-dire en gros en défiscalisation. Si on prend juste le Pinel, une génération de Pinel, donc c'est-à-dire les Pinel qu'on aura produits en 2017, là, ils vont courir pendant 10 ans, 12 ans pour certains, et une génération de Pinel, ça coûte 1,8 milliard d'euros. Donc on est quand même sur des montants qui sont très très importants. Ce qu'on voit, c'est que ces dispositifs-là ont été mis en place pour remplir un certain nombre d'objectifs qui, à l'heure actuelle, ne sont pas remplis. Le premier objectif, c'est de développer en France un parc de logements qu'on appelle intermédiaire, qui est fait pour loger les classes moyennes. Et ça, quand on regarde les données, mais quand on regarde aussi le documentaire qui nous a été présenté, on voit que ce n'est pas le cas. On n'arrive pas à produire des logements pour les classes moyennes. Le deuxième objectif, c'était d'orienter l'épargne des ménages vers l'immobilier. Ça, c'est plutôt le cas, mais il faut regarder qu'en effet, on a des situations aberrantes où on construit des logements là où il n'y a pas de demande locative, et donc on a des taux de rendement qui sont quasiment nuls, voire négatifs, pour les biens qui perdent de la valeur. Et donc orienter l'épargne vers un marché où il y a un taux de rendement négatif, c'est quand même pas forcément une très, très bonne idée. Le troisième objectif, il y en a plein, donc je ne vais pas tous les faire. Le troisième objectif, c'est clairement soutenir le secteur de la construction. Ce que nous disent, et ils n'ont pas tort là-dessus, d'ailleurs les promoteurs, c'est que le secteur de la construction est reparti. En effet, quand on regarde les données de l'INSEE, on a un secteur qui est reparti. Il faut quand même juste rappeler qu'en France, on construit un peu plus de 300 000 logements par an. Les dispositifs d'incitation à l'investissement locatif, de défiscalisation, c'est entre 30 et 40 000 logements, si je ne me trompe pas, 50 000. 60 000 en vente en ce moment. 60 000 pour peut-être l'année 2017, mais donc on est sur une fraction du parc. On continue quand même à produire des logements hors dispositif de défiscalisation. Mais donc, à poursuivre trop d'objectifs. C'est ça. À un moment, en économie, on dit il y a un outil, il y a un objectif, et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Là, il y a clairement un outil, il y a plusieurs objectifs. C'est des dispositifs qui, en plus, sont extrêmement volatiles, puisque à chaque ministre du Logement, voire au sein du même mandat de ministre, le dispositif change, on met des plafonds de revenus, des plafonds de loyer, etc. Donc c'est assez illisible. Quand on regarde, quand on observe au niveau un peu national ce qui se passe, c'est plutôt des dispositifs qui ne fonctionnent pas. En tout cas, quand on regarde les objectifs qui leur sont attribués. Ajouter quelque chose, et après je vous passe la parole. Oui, alors, comme monsieur, vous dites que ça coûte 2 milliards à l'État, le chiffre, on a à peu près le même. Donc là-dessus, on est d'accord. Sauf que c'est un chiffre qu'il faut analyser. S'il n'y avait pas ces dispositifs, les acquéreurs ne viendraient pas. Nos acquéreurs n'achèteraient pas de logements dans un but locatif. Donc ces 2 milliards que ça coûte à l'État en manque à gagner fiscal sont tout de suite corrigés par déjà les 20% de TVA qu'ils encaissent quand ils vendent un logement. Je vous rappelle qu'il y a 20% de TVA. Un logement
crée 2 emplois pendant la durée d'un chantier, environ 15 à 18 mois. Donc tous ces dispositifs sont bons. Ça accompagne. Et je continue à dire que ça rapporte beaucoup plus à l'État que ce que ça coûte, puisque vos 2 milliards, on est d'accord, mais regardez ce que ça engendre en nombre de logements, toute cette TVA qui rentre et tous ces emplois qui sont créés. Donc on ne peut pas dire que ça coûte, puisque sans le dispositif, il n'y aurait pas d'acquéreurs pour ces logements, ou il y en aurait moins. DHD. Tout ça, nous sommes dans les arguments classiques des lobbies de la promotion immobilière. On rapporte même d'argent. On se demande même pourquoi on ne va pas plus loin. Non, je crois qu'il y a un problème de fond dans ce pays. Au moment où on parle du budget de logement qui est catastrophique, 48 milliards, on ne sait pas où ça passe. Là, il y a 2 milliards. Et 2 milliards, pourquoi faire? Pour aider des individus à se constituer un patrimoine. La collectivité publique, l'ensemble des citoyens, contribuent à hauteur de 2 milliards pour construire un patrimoine. Dans le même temps, et c'est à guichet ouvert, c'est 2 milliards, mais si un jour il y avait une flambée, effectivement, de demande, ça pourrait être 3, parce que rien ne limite, dans les textes, l'utilisation, la recherche du Pinel ou d'une défiscalisation. Par contre, en même temps, la politique du logement, c'est aussi du logement social. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, au cours des années, nous avons vu les aides à la pierre baisser de 800 millions à 150 millions d'euros. D'un côté, vous avez 2 milliards pour construire le patrimoine privé, et vous avez 150 millions d'euros sur 2016 pour constituer un patrimoine public au service des gens qui en ont le plus besoin. Eh bien, il y a des choix à faire, et effectivement, le gouvernement est devant ces choix. On a bien compris en tout cas qu'il y a des promoteurs sérieux et des promoteurs pas sérieux, des promoteurs éthiques et des pas éthiques. Est-ce qu'on peut donner quand même quelques conseils aux personnes qui voudraient aujourd'hui acheter en loi Pinel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour, au maximum, s'assurer de certaines choses avant de signer? La première des choses à faire pour l'investisseur, c'est de prendre conscience qu'il n'achète pas une économie d'impôt, mais qu'il achète un bien qui est lié avec tout le cortège de risques inhérents à cet achat. Le deuxième point, je dirais qu'il est approché par un vendeur. Et souvent, c'est un proche. Et là, je dirais redoubler de vigilance, parce que la confiance que vous témoignez à un proche va endormir votre vigilance et votre bon sens et votre jugement. Troisième point, je dirais, avant de vous vendre un bien, le vendeur vous fait une simulation. Or, le Code monétaire et financier dispose que un vendeur doit faire une simulation haute, une simulation moyenne, une simulation basse, et à minima une haute et une basse. Il ne faut pas qu'il vous donne que le haut, quoi. Voilà, force est de constater que les vendeurs n'ont réalisé que des simulations très hautes, cachant de fait le scénario catastrophe où la personne perd quasiment donc le montant de son... On demande 2 simulations. Voilà, donc 2 simulations pour savoir un petit peu les risques, pour connaître les risques. Ensuite, allez, même pas aller sur le terrain, achetez à côté de chez vous. Vous connaissez la valeur vénale de votre région. Vous connaissez en principe les loyers usuels. Et surtout, vous connaissez le potentiel locatif. Bon, si d'aventure vous souhaitez acquérir un bien, par exemple, à côté de la mer pour votre retraite, vérifiez au moins ces 3 points. Ensuite, on va chez les agents immobiliers du coin, on va voir un peu à quel tarif ça se vend, ça se loue, etc. Tout à fait. Ensuite, prudence au niveau bancaire. Le vendeur vous vend dans le pack un prêt. Je dirais, allez à votre propre banque. Qui vous connaît? Qui vous connaît, votre patrimoine, qui connaît votre endettement, votre profil financier et votre profil familial, et qui pourra utilement vous conseiller. Ensuite, évitez les prêts toxiques, les prêts euro-francs suisses et les prêts à taux variable non capés. Et en dernier, le notaire. Pourquoi? Parce que le notaire dédié à la résidence est tout simplement le notaire du promoteur. Donc je dirais, n'écoutez pas le vendeur qui, lui, va vous proposer une procuration dans la ville où vous habitez. Prenez votre notaire familial en double minute. Lui saura regarder l'utilité de cette défiscalisation, mais il saura vérifier des points qui me paraissent quand même très essentiels. Bien sûr. Et in fine, je dirais, prenez conscience, pardonnez-moi monsieur, prenez conscience que quand vous achetez par exemple une Pinel, vous allez défiscaliser, mais à la revente, vous allez perdre le montant de votre défiscalisation. Ou alors, soyez vigilants sur tous les 6 points que je viens de vous donner, parce qu'il y a quand même des défiscalisations qui fonctionnent. Qui se passent bien, heureusement. Alors la vôtre, donc c'est pas bien passé, ça c'est sûr. Juridiquement, vous avez fait quoi après? Donc vous avez réuni les copropriétaires, ça on a bien compris. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez attaqué? Oui, on a fait une réunion avec Claudie, où on était environ 80 participants. Certains d'entre nous ont pris la décision d'assigner, alors ou dans le cadre d'une action en nullité,
ou bien pour certains qui disposaient de moins de moyens, une action sur le crédit, sur le taux du crédit, et en fait, ils ont attaqué la banque. Et vous avez fait quoi? Moi, j'ai privilégié une action en nullité, compte tenu de ma situation, qui est dans la résidence, n'est pas la plus alarmiste. Et vous en êtes où de la procédure, là? Donc là, nous sommes en procédure d'appel. D'accord. La séance va bientôt se produire sans audio, courant septembre. Donc vous avez perdu en première instance et vous êtes en appel. Oui. D'accord. On va continuer ce débat avec un extrait du documentaire. Déclaration de Cécile Duflot, ancienne ministre du Logement, qui s'exprime à propos du non-respect de l'encadrement des loyers, donc dans le cadre de la loi Allure. On rappelle qu'à Paris et à Lille, les loyers sont encadrés. Les propriétaires, lors d'un nouveau bail ou de son renouvellement, ne peuvent plus louer plus de 20% au-dessus d'un montant de référence défini par la préfecture. Et pourtant, plus d'un bailleur sur deux ne respecte pas cela. Écoutez-la. Il y a des propriétaires qui décident de faire signer des baux sans respecter l'encadrement. Ensuite, il y a la notion de complément de loyer, qui n'était pas absurde dans l'idée où il y a des appartements qui ont une terrasse de 100 mètres carrés. Évidemment qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés qu'un appartement identique sans terrasse, mais qui est utilisé de manière exagérée. Quand on fait des compléments de loyer parce qu'il y a une baignoire, enfin, on se moque du monde, quoi. Mais là, ce qui manque, c'est qu'il manque la surveillance. En fait, l'encadrement des loyers, c'est comme la limitation de vitesse. Mais s'il n'y a pas les radars et les amendes, vous pouvez mettre des panneaux cerclés de rouge, il ne pourra rien se passer. L'encadrement des loyers, c'est pareil. Les agences qui ne font pas bien leur travail et les propriétaires qui abusent, je pense qu'il faut passer à un régime de sanctions plus sévère. Jean-Yves Manot, c'est ça la solution pour vous, la sanction vis-à-vis des propriétaires? Alors, il est clair qu'elle sera nécessaire. Mais je crois que pour bien comprendre ce que l'encadrement des loyers, il faut se poser la question, pourquoi ? Le logement n'est pas un bien de consommation comme un autre. Et certains pays l'ont bien compris, qui appliquent l'encadrement des loyers. L'Allemagne applique l'encadrement des loyers. La Hollande est plus surprenant. Le canton de Genève, c'est cher, mais c'est encadré. New York également. Ça veut dire quoi? Que ces responsables politiques dans ces lieux-là ont considéré que le logement était un élément essentiel de la vie de tout un chacun et que le droit au logement, qui, y compris en France, s'applique, nécessite effectivement d'avoir un texte qui cadre tout ça. Est-ce que pour autant les propriétaires sont victimes d'encadrement? La réponse est non. Quand on a potentiellement en référence une médiane par secteur, par catégorie d'immeubles, et qu'on a une potentialité de hausse de 20% en toute légalité, on ne peut pas considérer que les propriétaires soient frustrés et lésés. Donc, nous constatons hélas que cette loi a du mal à se mettre en place, même si les choses, il faut le reconnaître, du côté des professionnels, c'est positive, puisque nous constatons, après 3 enquêtes, que 70% des agents immobiliers qui sont en charge de location respectent la loi. Là où il y a des choses plus inquiétantes, c'est le particulier à particulier, le propriétaire individuel. Et là, nous constatons, hélas, d'avoir 45 à 50% de propriétaires qui ne respectent pas la loi. Alors, est-ce que c'est économiquement intéressant? L'encadrement des loyers, il était nécessaire, en tout cas, dans les zones les plus tendues. Il faut voir qu'il y a 2 types d'encadrement. Il y a l'encadrement qu'on appelle le décret qui a été pris en 2012 quand François Hollande est arrivé au pouvoir, qui encadre les loyers en évolution. Donc, vous ne pouvez pas augmenter votre loyer de plus de X%. Et puis, il y a l'encadrement qui est présent dans la loi Allure, qui, lui, encadre les loyers en niveau. Quand on regarde les données, et sans même aller dans les enquêtes de terrain, il y a quelque chose à Paris qui s'appelle l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne et qui fournit tous les ans un rapport sur l'évolution des loyers. Ce qu'on voit, et ce que souligne l'Observatoire, l'OLAP, c'est que les loyers ont jamais aussi peu augmenté que depuis qu'il y a l'encadrement. Qu'il y a 4 ou 5 ans, on avait plus de la moitié des propriétaires qui mettaient en relocation, donc c'est-à-dire qui remettaient leurs biens en location au moment du changement de locataire, qui ne respectaient pas la loi qui n'existait pas encore et qui donc indexaient leur loyer trop fortement, qui le surévaluaient. Là, grâce à la loi, c'est ce que dit l'OLAP, une fois de plus, grâce à la loi, on est tombé à 30%. Il n'y a plus que 30% des propriétaires qui ne respectent pas l'encadrement des loyers. On peut espérer que dans les années qui viennent, ça s'améliore. Après, on est obligé de mentionner le fait que l'encadrement des loyers ne résout pas tous les problèmes. C'est-à-dire que s'il résout, une fois qu'il est appliqué dans sa globalité, il est capable de résoudre le problème des locataires, c'est-à-dire qu'on définit un niveau de loyer qui est acceptable pour une surface, il ne résout pas le problème des propriétaires, des investisseurs, qui eux ont un problème de taux de rendement. C'est-à-dire que les propriétaires qui sont là depuis très longtemps
eux ont un taux de rendement qui est très élevé, parce qu'ils ont acheté il y a très longtemps à des prix bas, ils ont fini de rembourser leur emprunt, et donc que les loyers sont encadrés ou pas, ça ne change pas grand-chose pour eux. Par contre, les propriétaires qui arrivent sur le marché, qui veulent investir, qui veulent acheter un appartement à Paris dans l'ancien pour le mettre en location, on a des loyers qui sont encadrés et on a des prix qui, eux, repartent à la hausse. Donc, du coup, eux, ils ont des taux de rendement qui ont tendance à baisser. Et donc, on peut avoir un effet sur l'offre qui est négatif. On ne l'observe pas actuellement, mais c'est possible que ça arrive dans les années qui viennent. Est-ce que ça effraie des investisseurs, cet encadrement des loyers, Pascal Boulanger? D'abord, il n'y a que 2 communes en France qui Paris et appliquent Lille, pour l'instant. l'encadrement des loyers. Un niveau. Donc, oui. Donc, Paris et Lille. Il est prévu de l'étendre, hein. C'est pas quelque chose qui est figé définitivement. Oui, c'est prévu de l'étendre, mais pour l'instant, ça ne s'étend pas. Moi, je pense que c'était plutôt une décision politique à l'époque de Madame Duflot, qui a été relayée dans 2 communes et qui n'a pas d'impact réel ni sur les investisseurs, ni sur les locataires. Je pense que c'est un non-événement en ce qui me concerne. En même temps, les chiffres que vient de donner Madex, ça prouve quand même que c'est un événement. Sur l'encadrement en évolution, c'est-à-dire le décret de 2012, il ne s'applique pas à 2 agglomérations. Il s'applique à plus de 60 agglomérations en France. Et en effet, on n'a pas d'effet sur l'offre. Donc, de là à dire que c'est inutile, non, parce qu'on voit que les loyers n'ont jamais aussi peu augmenté que maintenant. De là à dire que ça va faire fuir les investisseurs, on ne peut pas le dire non plus. Et dire que c'est anecdotique, c'est quand même un peu... Les loyers n'augmentent pas parce qu'il n'y a plus d'inflation. Les loyers sont restés stables. On appelle ça les zones tendues. Moi, je suis administrateur de biens aussi à Lille. Ça n'a pas changé grand-chose, pour être très clair avec vous. Les prix immobiliers continuent à augmenter. Les prix de l'immobilier, oui. Ce qui est certain, si on veut mener dans ce pays une politique du logement où on maîtrise un peu les dépenses globales de l'État, il faut étendre l'encadrement des loyers. Il y a dans le texte 30 agglomérations de plus de 50 000 habitants qui sont concernées. Eh bien, je crois que l'État doit pousser à créer les observatoires et les agréer par les maires pour que ceci s'applique. Je crois qu'on ne peut pas avoir un discours qui dit on dépense trop d'argent en matière de logement et de ne pas prendre les mesures et les moyens nécessaires de contrôler tout ça. Et une fois de plus, sans léser les propriétaires. Écoutez, nous avons, et je pense qu'on en parlera, les locataires ont des droits. Il faut qu'ils les exercent. Je les expliquerai. Mais parlez-en, je vous en prie. Allez-y. Écoutez, il y a 3 situations. Vous venez de signer un bail. Vous êtes content parce que c'est difficile de trouver un logement et vous ne regardez pas trop le montant de loyer. Puis tout d'un coup, vous entendez parler de l'encadrement des loyers, de l'OLAP, et vous regardez sur le site de l'OLAP et vous constatez que votre loyer est largement au-dessus des 20%. On voit effectivement dans le documentaire. Eh bien, dans ce cas-là, il suffit que vous écriviez au préfet pour saisir la commission de conciliation et je dirais que vous avez presque 3 ans pour le faire. Et s'il y a un jugement où la commission de conciliation se met d'accord ou si vous attaquez au tribunal d'instance ultérieurement, vous aurez un effet rétroactif du trop perçu par le propriétaire sur les 3 ans. Deuxième situation. On a bien compris, quand on a vu ça, elle n'oblige à rien quand même, cette commission. C'est pour ça qu'elle n'oblige à rien aujourd'hui, parce que il est vrai que les propriétaires sont parfois réticents pour se déplacer. Pour autant, vous avez un représentant de la Chambre des propriétaires qui siège à la commission de conciliation. Donc tout ça rentrera dans les mœurs. J'ai connu d'autres commissions de conciliation dans les années 80 et ça fonctionnait. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, surtout s'il y a des jugements qui viennent derrière, parce que les propriétaires ont attaqué, qui condamnent systématiquement les propriétaires. À ce moment-là, les propriétaires ont intérêt à la commission de conciliation. Deuxième situation, la loi prévoit, effectivement, d'avoir une majoration de 20% par rapport au loyer médian, mais au cas où vous avez un caractère exceptionnel, de justifier le fait dans votre bail, de justifier l'augmentation de loyer. Alors certes, ce n'est pas le balcon filant qui peut justifier, ce n'est pas l'ascenseur, ce n'est pas l'équipement de la cuisine majoré à 250 € par mois, ça c'est illégal. Mais là, dans ce cas-là, le locataire a 3 mois pour saisir la commission de conciliation. Il faut qu'il le sache, car y compris les professionnels ont des systèmes informatiques qui, à la demande du propriétaire, puisqu'on veut un loyer un peu plus fort, vont chercher quelques arguments pour justifier d'eux. Donc il y a beaucoup de contestations à avoir sur cette majoration de loyer pour situation exceptionnelle, dont le locataire a des droits. Dans tous les cas, il faut qu'il les exerce. Et qu'il les connaisse pour pouvoir les exercer. Je voudrais... Oui, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je dirais que je suis entièrement d'accord avec vous, Monsieur Manot. Le problème, c'est les sanctions. Il n'y a aucune application des sanctions. Si vous demandez à un locataire d'ester en justice, qu'est-ce qui va se passer? Il va attendre combien d'années? Combien d'années va-t-il attendre avant d'avoir son jugement? C'est gravissime. Donc il faudrait peut-être trouver quelque chose qui permette justement de forcer ce genre de situation, forcer les propriétaires à respecter la loi. Il manque à l'évidence dans la loi
la pénalisation, je veux dire, de dépassement de la loi. Pas de radar. Ça n'a pas été prévu. Ceci dit, à l'occasion d'une nouvelle loi que nous allons sur le logement, la CLCV, dont je suis président, va déposer des amendements en ce sens. Ça va de soi. Et on verra la volonté politique. Vous allez être vigilant, bien sûr. Je voudrais votre réaction sur deux mesures annoncées par Emmanuel Macron. Cet été, il a annoncé la baisse de 5 € par mois des APL, les aides personnalisées au logement. Et la semaine dernière, il a demandé aux propriétaires de baisser de 5 € leur loyer. Vous en pensez quoi? Sur la mesure elle-même de baisse de 5 €, ce qu'il faut rappeler, c'est que les gens qui touchent les APL, c'est les ménages les plus modestes en France. Selon l'INSEE, c'est l'aide sociale la plus redistributive du système socio-fiscal. C'est-à-dire que vous avez à l'intérieur à la fois tous les impôts, toutes les prestations, et dans les prestations, vous avez les minima sociaux. Et ben, les APL font mieux que les minima sociaux. Et il y a 95% de la dépense en APL qui est concentrée sur les 3 premiers déciles de revenus, donc c'est-à-dire les 30% de ménages les plus pauvres. Donc ça va encore pénaliser les plus précaires. Ça va de fait pénaliser les plus précaires. Il faut assumer. C'est-à-dire que le gouvernement nous dit 5 €, c'est pas grand-chose. Nous dit 5 €, les propriétaires vont baisser de 5 € leur loyer. On voit bien qu'ils baissent pas avec l'encadrement qui est une loi. Ils vont pas baisser parce que les APL ont baissé de 5 €. Donc il faut assumer le fait d'aller chercher 400 millions chez les ménages les plus modestes. Bonne mesure pour vous? Pour nous, on demanderait à M. Macron quand même d'être un peu gentil avec l'immobilier, puisqu'il veut supprimer l'ISF et le laisser uniquement sur l'immobilier. Il veut que les propriétaires fassent un effort. 5 €, certains sont prêts à le faire, d'autres, plus peut-être par principe, n'ont pas envie de le faire. Donc nous, on attend aussi un geste par rapport à l'immobilier. Et vous savez, l'immobilier, ce n'est pas délocalisable, et puis c'est très visible. Donc fiscalement, on a toujours tendance un petit peu à aller chercher sur l'immobilier. Nous, on demande aussi des gestes en notre faveur. Simplement sur les 5 € et l'appel du président de la République un peu surprenant à l'ensemble des propriétaires de faire un effort et de baisser de 5 € leur loyer. Voyez-vous, je ne savais pas que l'appel à la solidarité des propriétaires constituait en soi une politique du logement global. Je pense que... Je me sens ironique, là. Écoutez, honnêtement, c'est un peu surréaliste. Et donc, nous avons 2 mesures concrètes, très précises, qui sont plus d'orientation, y compris d'économie potentielle, dans les APL. C'est le gel des loyers pour 2018. Vous savez que les loyers évoluent souvent l'IRL, l'Institut de revalorisation des logements, etc., comptent à 0,75%, a priori. Eh bien, écoutez, je propose simplement que l'État, le gouvernement, décide que pour 2018, les loyers n'augmenteront pas. C'est un effort qu'on demande aux propriétaires, mais ce n'est pas une baisse de ressources, alors qu'on a fait une baisse pour les locataires. Deuxième mesure, qu'il étende l'encadrement des loyers aux 30 agglomérations concernées. Tout ça, bien sûr, en attendant le choc de l'offre souhaité par le président de la République, mais dont, quand même, compte tenu des délais de construction, nous pouvons attendre éventuellement les effets bénéfiques dans 5 ou 10 ans. Donc, il y a là quelques mesures concrètes, immédiates, des mesures à long terme, et une prise de conscience que le logement est un droit essentiel, nécessaire à l'équilibre des citoyens de ce pays. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, non, pas du tout. Je suis Ça vous va. tout à fait... Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Évidemment, je vous remercie d'y avoir participé, de nous avoir apporté aussi vos témoignages, conseils et analyses. On rappelle que cette crise du logement touche près de 12 millions de Français et que notre Constitution fait du droit au logement un droit fondamental. Voilà, je vous donne rendez-vous le mercredi 27 septembre pour une nouvelle émission du Monde en face. D'ici là, vous pouvez revoir cette émission sur le service vidéo de France Télévisions, France TV. Passez une excellente fin de soirée sur France 5. Au revoir.